Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. À 8h30 du matin, le commissaire du quartier regarde sortir du lycée l'ambulance qui emmène Karine, une élève de 16 ans que l'on vient de trouver dans une classe blessée gravement, portant encore un couteau dans le dos. Le commissaire a voulu la voir. Une gosse. Vraiment une gosse. L'ambulance disparaît au bout de la rue. Le commissaire entre dans le bureau du directeur. Quelques agents de police qui viennent de procéder aux premières constatations lui présentent un témoin, une camarade de la blessée. Le témoin a 16 ans. C'est une jeune fille potelée qui ne s'est pas encore remise de sa terreur et raconte son histoire avec spontanéité. Je suis entré dans la classe à 8h10, dit-elle. D'abord, j'ai vu personne. Et puis tout à coup, j'ai entendu des gémissements. Je me suis approché et j'ai découvert Karine. Elle était par terre, couchée sur le ventre, les bras repliés autour de la tête. Je lui ai dit, qu'est-ce qui t'arrive ? Et Karine m'a répondu, je veux pas encore mourir. Un homme m'a enfoncé un couteau dans le dos. Je me suis penché, j'ai tâté sa blouse, et j'ai vu qu'une lame de couteau était plantée. Elle était très profonde. Il n'y avait pas de manche. Alors, j'ai pris dans mes doigts le bout de la lame qui dépassait, et puis je l'ai arraché. « C'est tout ?» demande le commissaire. « Oui, c'est tout. »« Et qu'est-ce que vous avez fait de la lame ?»« Je l'ai posée à côté sur le parquet. » Quelques instants plus tard, le commissaire voit en effet la lame du couteau sur le parquet de la classe où les policiers ont veillé à ce que rien n'ait été dérangé. Sur les divers bancs de la classe, des livres, des effets vestimentaires appartenant aux jeunes filles sont encore posés. Le contour du corps de Karine a été dessiné à la craie, et c'est là, tout près d'elle, que se trouve la lame de couteau. Une lame d'une dizaine de centimètres environ, d'une largeur de 15 mm. Mais elle devait être plus longue à l'origine, car elle a été cassée, et elle est maintenant dépourvue de manche. Elle est légèrement recourbée à l'endroit de la cassure, et bien qu'elle soit pleine de sang, la lame semble porter à l'extrémité brisée un bourrelet gélatineux. À tout hasard, le commissaire transmet l'objet au laboratoire de la police aux fins d'analyse. À côté des contours du corps de Karine, dessinés à la craie, on peut voir une tache de sang de la taille d'une main. Cette histoire est authentique, mais l'année 1969 n'est pas loin, et comme cette affaire mit en cause un grand nombre de personnes, bien qu'elle se soit passée dans un pays voisin, nous préférons supprimer les noms propres des personnes et des lieux. 2 heures plus tard, le commissaire peut interroger Karine à l'hôpital. En effet, la blessure, bien que profonde d'une dizaine de centimètres, et à 1 centimètre de la colonne vertébrale, ne concerne aucun organe essentiel et les jours de Karine ne sont pas en danger. Comme je vous l'ai dit, Karine a 16 ans, c'est une jeune fille brune aux yeux noirs. Malgré un visage assez expressif, elle n'est ni belle ni laide et paraît d'une intelligence moyenne. Et voici son récit. Ce matin, j'ai été la première à entrer dans la salle de classe quelques minutes avant 8h. J'ai enlevé mon manteau, j'ai déposé mon sac à main, et au moment où je voulais sortir mes cahiers de ma serviette, une fille est entrée dans la classe. Elle n'a pas dit un mot et elle ne tenait rien dans ses mains. Lorsqu'elle s'est trouvée derrière moi, tout près, j'ai senti une forte piqûre dans mon dos. La fille a poussé un cri, et puis elle a quitté la salle en courant. Pardon de vous interrompre, intervient le commissaire, mais cette jeune fille, vous la connaissez ? Non, non, je ne la connais pas. Elle ne fait pas partie du lycée ? Non, je l'ai jamais vue. Bizarre. Continuez. J'ai compris qu'on m'avait planté un couteau dans le dos. Alors, je me suis étendu par terre sur le ventre. Je crois que c'était la meilleure solution. En effet. Vous n'avez pas crié ? Non. Vous n'avez pas appelé au secours ? Non, je savais qu'on allait venir. Évidemment, le récit, dans son étonnante simplicité, est en contradiction avec la déclaration de la jeune fille qui a trouvé Karine.
La camarade qui vous a trouvé la première dans la classe m'a déclaré que vous lui auriez dit que c'était un homme qui vous avait planté le couteau dans le dos. Vous êtes sûr? Ben, je suis sûr qu'elle me l'a dit, oui. Ah, pourtant, c'était une jeune fille. Si j'ai parlé d'un homme, je me suis trompé. Vous savez, je devais être à moitié inconsciente. C'est possible, en effet, admet le commissaire. Pourriez-vous me la décrire, cette jeune fille? Qui? Ben, la jeune fille qui vous a frappé? Oui, bien sûr. Je l'ai assez bien vue. Elle avait environ 18 ans. Elle était à peu près de ma taille. Et... Vous mesurez combien? Demande le commissaire qui prend des notes. 1,56 m. Merci, continuez. Elle portait un pull-over jaune à manches longues, assez décolleté, une jupe foncée. Elle portait ses cheveux longs. Il touchait ses épaules. Ils m'ont frappé ses cheveux parce qu'ils étaient très blonds. Elle les avait certainement décolorés. Et vous êtes sûr, insiste le commissaire, de n'avoir jamais vu cette jeune fille auparavant? Absolument sûr. Et vous êtes certaine que ce n'est pas une élève du lycée? Certaine. Bien que quelque chose cloche dans ce témoignage, le commissaire n'insiste pas et il quitte le chevet de la malade pour retourner au lycée. « Que savez-vous de Karine » demande-t-il aux élèves de sa classe. « Oh, pas grand-chose » répond l'une. « Elle n'avait aucun contact avec nous » explique une autre. « Oh, avec elle, c'était chacun pour soi » précise encore une autre. « Elle n'était pas causante, hein. Elle n'avait pas d'amis. » « Et est-ce qu'elle entretenait des relations avec des jeunes gens » demande le commissaire. Toutes ces jeunes personnes lui répondent aussitôt avec de petits airs plus ou moins désinvoltes, plus ou moins condescendants, mais avec une belle unanimité, qu'il ne pouvait être question que Karine eût le moindre rapport avec un jeune homme. Et pourquoi? Oh bah Karine, vous savez, c'est une gamine. L'élève qui vient de parler ne se distingue guère des autres, sinon qu'elle a une jupe un peu plus courte, des bottes et des lunettes de soleil, bien que l'on soit au mois de novembre, en un pays où novembre est gris. Elle croit utile de demander « J'espère que vous me comprenez, monsieur le commissaire. »« Oui, je vous ai comprise. » Le père de Karine, un fonctionnaire modeste, met son appartement à la disposition de la police pour une visite domiciliaire au cours de laquelle le commissaire, à tout hasard, recherche le manche du couteau. Mais il ne manque aucun couteau à la cuisine et les parents n'ont pas le souvenir d'en avoir possédé un semblable. Comme il est impossible de tirer un mot de la mère en larmes, le commissaire doit se contenter d'interroger le père. « Karine, vous paraissait-elle heureuse ?»« Je sais pas. Vous savez, c'est tellement difficile de savoir. Les jeunes filles ont des hauts, des bas. Mais vous aviez demandé l'avis de ses professeurs? » Oui. Oui, je les ai interrogés. Les professeurs m'ont dit que Karine était une élève très moyenne. Je sais qu'elle fréquentait peu ses camarades. Puis je sais aussi qu'elle n'avait aucun rapport avec les garçons. Cela vous semblait normal? Non. J'ai toujours pensé qu'elle était trop calme, trop pondérée pour son âge. Mais que faire? Et le père demande avec angoisse, « Vous croyez qu'elle aurait voulu se suicider? » Peut-être. En tout cas, cher monsieur, son témoignage ne m'a pas convaincu. Mais pourquoi? Demande le père, qui est devenu subitement pâle. Pourquoi? J'ai jamais eu de difficultés graves dans son éducation. Quand elle avait des problèmes, elle nous en a toujours parlé, très franchement. Ce matin, s'il vous plaît, comment était-elle? Normale. Tout à fait normale. A-t-elle eu besoin de se faire soigner? Jamais. Aussi, enfin, il y a 15 jours, elle a été voir notre médecin, mais c'était un simple dérangement d'estomac. Pendant que l'enquête s'enlise, on recherche au lycée la fameuse jeune fille inconnue au pull-over jaune. On découvre bien quelques jeunes filles portant de grands cheveux blonds et des pullovers plus ou moins jaunes, mais il est impossible d'établir un rapport quelconque entre elles et l'agression. De plus, aucune inconnue ne semble avoir quitté ou être entrée dans le lycée ce matin-là. Mais voici, chers amis, qu'un monstre va montrer le bout de son museau. La fameuse rumeur publique dont je vous parle assez souvent.
D'abord une radio locale qui le soir même raconte comment un inconnu a poignardé une élève dans une classe du lycée. Ensuite, ce sont les journaux qui dans la nuit publient les déclarations des élèves allant jusqu'à camper la silhouette de l'agresseur sournois. Ce sont les parents qui téléphonent affolés annonçant qu'ils empêcheront leur fille de se rendre au lycée tant qu'on n'aura pas arrêté le coupable. C'est enfin, à la première heure, le directeur qui demande à être entendu. Oh, bien que cela le gêne horriblement, bien qu'il répugne à ce genre de démarche, il croit de son devoir de porter à la connaissance du commissaire un fait qui le préoccupe. En réalité, plus qu'un fait. Il s'agit d'un homme. Un homme qui ne paraît pas très normal, qui fréquente une des élèves du lycée. Une pauvre enfant naïve, monsieur le commissaire, et mineure, monsieur le commissaire. Et lui, c'est une espèce de métèque, monsieur le commissaire. Vous avez deviné, chers amis. Et c'est là que ce dossier devient tout à la fois monstrueux et extraordinaire. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Donc, chers amis, voici sur la sellette celui qu'on appelle le métèque. De grands yeux, jaunes, légèrement injectés de sang, le teint mat, petit, légèrement éséillant. Il est né quelque part en Méditerranée orientale. Il a 25 ans. Il travaille dans une pharmacie. Les gens mal intentionnés l'appellent le métèque. Amoureux passionné, il fréquente une élève du lycée. Elle n'a pas encore 18 ans. Son visage est ingrat sur un corps à peine formé, auréolé de cheveux filasses. Elle n'a d'autre attrait que sa fraîcheur et sa naïveté bébête. Elle vit l'amour du métèque avec une tranquillité plate. Cet amour quelque temps secret vient de provoquer, en éclatant au grand jour, la consternation de ses parents. Nul doute que cette jeune fille, bien qu'elle approche de sa majorité pour céder à l'insistance de ses parents, finira par rompre, car le métèque n'a jamais été plus odieux avec elle que depuis qu'il sait qu'elle risque de lui échapper. Et oui, il y a des gens comme ça, des gens à qui la jalousie fait perdre tout bon sens. Le métèque est de ceux-là. Il pique des crises épouvantables, quelquefois en public, et sans doute pour se venger de l'inconsistance de l'objet de ses amours, il poursuit de ses assiduités une serveuse de cantine et la fille de la femme de ménage de la pharmacie. Mais vous verrez que malgré les apparences, le métèque est tout ce qu'on voudra, sauf un médiocre. Je vous rappelle les faits. Une salle de classe du lycée, une jeune fille de 16 ans blessée, portant encore un couteau dans le dos, mais qui n'est pas la petite amie du métèque, sur lequel se portent pourtant les soupçons du directeur de l'école. Et là, le commissaire va commettre une erreur. Il envoie 2 policiers chercher le métèque à la pharmacie où il travaille pour l'entendre dans son bureau. Après avoir, comme tout un chacun, une impression désagréable en voyant le petit jeune homme au teint mat s'asseoir sur une chaise en face de lui, après avoir scruté ses yeux jaunes légèrement injectés de sang, après l'avoir entendu fournir en zézayant son identité, son lieu de naissance, le Caire, sa profession étudiant, le commissaire pense très vite que ce jeune homme ne doit pas être le coupable. Ah, certes, sous l'emprise d'un sentiment violent, ce garçon peut être capable de tout, même de tenter de commettre un crime, mais encore faut-il que ce sentiment existe. Or, il semble bien qu'il ne connaisse pas la victime. Par contre, sa passion pour la jeune fille à peine formée aux cheveux filasses ne fait aucun doute une passion dévorante, exclusive. Mais enfin, pourtant, vous fréquentez d'autres jeunes femmes, demande le commissaire. Ben non, je voudrais pour pouvoir lui rendre sa liberté, pour la laisser en paix. Ses parents lui font une guerre sans merci. Je sais que je ne suis pas un homme normal, je sais qu'avec moi, elle ne sera jamais heureuse. C'est pour ça que je voudrais fréquenter d'autres femmes. Mais je ne peux pas, je l'aime. Le commissaire se remémore la jeune fille aux cheveux filasses qu'il a entrevue dans la cour du lycée, et il se demande comment une telle créature peut inspirer une telle passion. Enfin, il n'insiste pas et fait reconduire le métèque à sa pharmacie. Hélas, comme je vous l'ai dit, l'audition du jeune homme n'est pas passée inaperçue. Très vite, le bruit s'en est répandu dans tout le quartier, et notamment au lycée de garçons, voisin du lycée de filles, sur lequel d'ailleurs avaient pesé quelques instants les soupçons des enquêteurs. Pour plusieurs de ces jeunes gens, le criminel, l'agresseur sournois dont parlaient les journaux, c'est le métèque. La police a démasqué, et c'est sans doute parce qu'elle n'a pas de preuves qu'elle l'a relâché.
Alors plusieurs garçons tiennent une petite conférence. Le groupe grossit bien vite de tous ceux, et ils sont nombreux, qui ont leur sœur au lycée des filles. Tous ces preux chevaliers décident alors, puisque la police ne peut pas faire justice, qu'il est de leur honneur d'agir à sa place. Pendant ce temps, le commissaire interroge à nouveau la jeune fille potelée qui a découvert Karine la première. Le commissaire a relevé dans sa déclaration quelques non-sens. Par exemple, elle ne peut pas avoir vu Karine en entrant dans la classe car il faisait pratiquement nuit. Il lui demande donc de compléter sa déclaration. Voici les précisions qu'il apporte. Hier matin, lorsque j'ai entendu les gémissements, j'ai d'abord allumé l'électricité parce qu'il ne faisait pas encore clair. Je me suis pas tellement étonné puisque Karine avait eu plusieurs fois des crampes d'estomac et qu'elle s'était même évanouie il y a un mois. Alors je lui ai demandé « Karine, qu'est-ce que tu as donc ?» Et elle m'a répondu « Un homme avec un couteau, ou bien quelqu'un m'a enfoncé un couteau. » Mais de toute façon, Karine n'a jamais dit qu'il s'agissait d'une fille. Les seules paroles qu'elle a prononcées ensuite, c'est « Je ne veux pas mourir ». Est-ce qu'elle vous a demandé d'aller chercher du secours? Non. Pendant ce temps, les justiciers du lycée de garçons sont retournés en classe. Comme autant de petits oraux studieux, ils ont ouvert leurs cahiers et songent en écoutant leur professeur. Et ils ont pris la décision d'aller, dès la sortie du lycée, provoquer le métèque devant sa pharmacie. Chacun d'eux espère sans doute qu'il sera le plus héroïque, le plus intraitable. Pendant ce temps, le service d'identification de la police qui examine à fond la salle de classe découvre sur un mur à 1,11 m du sol, derrière l'endroit où l'on a trouvé le corps blessé de Karine, un petit trou ovale, d'un diamètre maximum de 10 mm, creusé de bas en haut et légèrement de gauche à droite. Le trou a 4 mm de profondeur. En dessous, sur le sol, des traces de plâtre que le commissaire fait analyser. La réponse lui parvient dans le courant de l'après-midi. Il s'agit du même matériau que celui relevé sur la lame du couteau brisé et auquel le sang de la jeune fille avait donné l'apparence d'une gélatine. Cette fois, le commissaire, qui sait à quoi s'en tenir, décide d'interroger à nouveau Karine. Malheureusement, c'est déjà la sortie du lycée. Une quinzaine de garçons de 14 à 18 ans, auxquels se sont joints quelques grands dadais de frères plus âgés, marchent à travers les rues jusqu'à la pharmacie. Ils se groupent devant l'entrée. Et après quelques vociférations et quelques conciliabules, l'un d'eux pénètre dans l'officine. Il dit « Sors si tu n'es pas un lâche, sinon on entre et on casse tout. » Le malheureux métèque regarde le pharmacien immobile, blanc, cramponné à sa caisse, et la pharmacienne, sa femme, plaquée contre un mur par la terreur. « C'est bon, dit le métèque. Ben voici. » Les garçons, après un bref étonnement, s'encouragent du regard. Peut-être ne se passerait-il rien si l'un d'eux, hargneux, ne s'avançait vers le métèque, une épaule en avant, les poings serrés. Alors ils se bousculent mutuellement, et c'est la ruée des oraux qui frappent, griffent, pincent, crachent, crient. Voici l'aveu que Karine, à l'hôpital, fait au commissaire. Chez elle, en famille, elle n'a pas de difficultés, bien que ses résultats scolaires ne soient pas fameux. Mais c'est vrai, elle n'avait pas d'amis. Et elle ressentait depuis près de 4 ans des angoisses. C'est sans doute pourquoi, explique-t-elle, je souffrais depuis quelques semaines de crampes d'estomac. Ne pouvant plus à la longue supporter ces angoisses, elle avait décidé de se suicider. Mais à l'aide d'un couteau et en faisant croire, par pitié envers ses parents, à un assassinat. Le jour précédant l'exécution de son projet, elle était allée dans un grand magasin acheter un couteau de cuisine à longue lame. Mais elle l'avait trouvé trop long et pas assez maniable pour son projet. À la maison, elle avait donc cassé la lame en poussant le couteau contre une paroi de sa chambre. Le lendemain, elle s'était rendue au lycée en empruntant le chemin habituel. Elle avait jeté en passant le manche du couteau dans une bouche d'égout. Arrivée dans sa salle de classe, elle avait enlevé son manteau. Elle avait tenu avec la main la lame cassée contre le mur. Puis, se retournant, elle avait serré son dos contre la pointe afin qu'elle y pénètre. Mais dès ce moment-là, elle ne songea plus sérieusement à mourir. Au contraire, elle avait espéré qu'on la retrouverait aussi rapidement que possible. Voilà. C'est tout. Du moins, ce serait tout.
Si, après avoir assommé l'un des gamins, le métèque, sanglant, à moitié aveugle par les coups qu'il a reçus, ne fuyait dans l'escalier de la maison voisine, poursuivi d'étage en étage, et il saute par la fenêtre du deuxième, rate son cou, et il se brise les jambes et le bassin. Ah, aujourd'hui, il a toujours les yeux jaunes, légèrement injectés de sang. Il est toujours le métèque. Mais en plus, il est paraplégique, dans un fauteuil roulant. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.